Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Thibault Louis, que je connais de plusieurs manières. Déjà, je le connais par son activité de créateur de contenu. J'ai eu le plaisir de l'inviter sur un événement qu'on a organisé un peu plus tôt dans l'année avec Mathieu Stéphanie, où il nous a un peu tous mis une claque avec les choses qu'il a partagées. Il a vraiment... tout le public était acquis à sa cause. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais très envie de l'avoir dans mon podcast. Il n'est pas facile à choper, Thibault, parce qu'il est pas mal occupé. Il n'est pas non plus à Paris. Et comme il me l'a dit d'ailleurs par message, si je viens dans ton podcast, je te préviendrai 2 jours avant. C'était il y a 4 semaines. Et ça n'a pas loupé. Il m'a prévenu 2 jours avant et il se trouve que j'avais un slot disponible pour lui. Salut Thibault. Salut. C'était hyper long cette intro, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, déjà pour les auditeurs, merci pour l'invitation. Non, j'avais pas dit. Je te prévenais 2 jours avant. Je t'avais dit c'est quoi le minimum, le temps minimum qu'il faut te prévenir avant. Parce que, c'est vrai. En fait, parfois, pour plusieurs raisons, mais je peux me retrouver dans une ville pour une durée très limitée. Et en général, tu vois, c'est par exemple Paris. Si j'y vais, s'il y a des interviews, j'essaie de tout restreindre dans une période de temps courte. Okay. Et donc, il se trouve que là, j'y étais pour une raison X. Donc, je t'ai demandé quelques jours avant si c'était possible. X En fait, j'étais à Chartres juste avant. Parce que je joue le top 16 d'échecs. Top 16 d'échecs, c'est oui, c'est vrai. C'est la Ligue 1. C'est un peu c'est la Ligue 1 quoi, des échecs. Ouais. Parce que c'est l'équivalent, sauf que c'est en one shot, c'est en 14 jours. Ok. Et 14 jours à la suite. Et donc, il se trouve que pour des histoires de train, etc., je devais passer à Paris. Et donc, j'en ai profité pour rester 3 jours au lieu de filer directement dans une grotte. Ok, parce que là tu parles tout de suite des échecs, mais la création de contenu dont on va parler aujourd'hui ne concerne pas du tout les échecs. Les échecs, c'est une passion pour toi. Et donc tu es juste en train de nous dire que tu fais partie de la Ligue 1 des échecs françaises, c'est ça ? Alors ouais, donc moi je joue. Disons que en fait les échecs c'est un jeu individuel, mais tu as aussi des compétitions collectives. C'est-à-dire, en gros, c'est 8 échiquiers qui jouent contre 8 échiquiers. Okay. Donc, tu fais la somme de la... Tu les connais, les 7 autres ? Ouais, c'est des potes. Là, il se trouve que c'est des potes. Mais en fait, il faut voir ça un peu comme au foot, tu vois. Genre, tu recrutes des joueurs, ça fait une team, et à la fin, la meilleure team gagne. Et attends, alors vous jouez à 8 avec 8 plateaux, 8 jeux de 8 jeux, donc c'est 8 fois 1 contre 1 ? Ouais, c'est ça. Ou vous réfléchissez tous ensemble non, à une partie ? En gros, c'est comme une partie normale, sauf que c'est 8 et que tu fais la somme des 8 résultats. Égalité, ça passe quoi ? Ça fait match nul, comme au foot. Ok, d'accord. Et après, c'est quoi ? C'est un championnat ? Ouais, c'est un championnat. C'est un championnat, tu as des victoires à 3 points, nul à 2, défaite à 1, et celui qui a le plus de points à la fin, il gagne. Ok. Ouais. Et là, tu parlais du top 16, c'est ça ? Top 16 équipes, quoi. Ok. Et donc là, tu vas sur un tournoi après, c'est ça ? Il se trouve que ouais, mais c'est complètement par hasard, c'est juste qu'il y a beaucoup de tournois à l'été. Les échecs, c'est vraiment, c'est une passion. Donc en fait, moi, je suis maître FIDE, donc c'est-à-dire en gros, c'est la FIDE, la Fédération Internationale des Échecs, te décerne un titre. Okay. Donc il y a 3 titres, il y a maître FIDE, qui je vais pas tout expliquer sur les échecs, mais en gros, c'est l'ELO, 2300 ELO, 2400 ELO, c'est maître international, et 2500 ELO, c'est grand maître international. D'accord. Et moi, j'ai le plus petit des 3 titres, qui est maître FIDE, mais qui est déjà assez ouf, non ? C'est 0, je sais pas trop, je dirais qu'il y en a 200 peut-être. Ouais, donc c'est un cercle très fermé. T'es dans le top, oui, t'es dans le top. Mais c'est une passion qui te... On va peut-être en parler avant, mais rien à voir avec la dame... Queen's Gambit. Oui, c'est ça. Ouais. Donc la fameuse série sur Netflix qui a apparemment popularisé à fond les échecs qui étaient plus trop dans le vent, on va se dire les choses. Et... plein de jeunes générations se sont mises à jouer aux échecs avec cette série. Ouais. Et toi, ça date d'avant ça ? Moi, je joue depuis que j'ai 5 ans. Ah ouais, ok. Ah non, mais pour passer maître FIDE, faut passer 10 ans à étudier, quoi. Okay, les échecs, tu peux pas... Ouais. Ah non, Queen's Gambit, c'était un gros coup marketing pour les échecs et je suis super content. Ouais, c'était cool, Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Ça m'a pas non plus donné envie de jouer aux échecs en sortant de la série, mais j'ai trouvé ça très cool. Ouais. Et puis Paris quand même réussi de faire une série ultra cool avec un jeu qui sur le papier en tout cas est assez boring. Ouais, alors il y avait un économiste du sport qui avait dit
les échecs, je crois que c'est la plus grande endormie sous-estimée de l'étude du sport ou de l'économie du sport. En fait, t'as plus... C'est un truc, c'est hyper caché, mais en fait, t'as plus de joueurs d'échecs dans le monde que de joueurs de foot. Ah oui ? Ouais. Parce que c'est plus facile de pratiquer et c'est plus égalitaire. Mais t'as beaucoup de gens qui jouent aux échecs. T'as des centaines de millions de personnes qui jouent aux échecs. Ouais. Ouais, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Ouais. La première de cet épisode. Allez, on va revenir à la séquence habituelle de Follow Me. On démarre toujours avec cette séquence. Thibault Louis, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu faisais au lycée, qu'est-ce que tu as fait comme études supérieures, si tu en as fait, bien sûr. Ouais. Alors... écoute, tu peux me couper dans le pitch parce que je sais pas trop jusqu'où je dois aller, mais en gros, je m'appelle Thibault Louis, donc j'ai 29 ans, j'ai grandi à Pau, principalement, donc qui est une petite ville, c'était sympa. Il y a eu des avantages et des inconvénients. J'ai fait un bac ES. Voilà, donc j'étais. C'était quel genre d'élève ? Ouais, c'est. Alors déjà, allez, ça y est. Non, mais en fait, ça a été très. Par exemple, tu vois, c'était toujours des trucs bizarres. Moi. Mais je pense que j'étais assez turbulent, plutôt au collège et tout, toujours à 10 heures de colle. Mais à la fin, par exemple, tu vois, je suis un des mecs qui a eu une meilleure note au bac qu'au brevet. Au bac, j'ai eu mention bien, au brevet, j'ai eu mention assez bien. Et donc, donc en fait, j'étais assez moyen. J'étais assez moyen, mais je savais que j'avais du potentiel. T'étais hyper dissipé au collège, c'est ça ? Et puis tu t'es un peu. J'étais un peu dissipé. En fait, j'étais bon. En fait, j'étais bon à l'école, mais j'étais turbulent, quoi. Turbulent dans quel sens ? Avec tes autres camarades ou plutôt dans le sens effronté avec l'autorité ? Les deux, en fait. Parce qu'en fait, j'étais dans un collège où c'était vraiment, vraiment la galère, quoi. C'était un collège... c'était pas le collège du 16e rue de la Pompe, quoi. C'était un collège... c'était la jungle. Il y avait, disons que c'était hétéroclite, on va dire. Donc, parfois, tu te retrouves dans des situations où tu peux... tu peux... disons que c'était turbulent, j'ai pris des heures de colle, j'ai toujours eu une grande gueule, et puis... Donc là je shiftais un peu mal. Et après, je suis allé dans un lycée, le lycée était un lycée un peu plus bourgeois, et je sais pas pourquoi je me suis calmé, et vers la fin, surtout vers la terminale, j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Et voilà. Ensuite, j'ai fait... Voilà. Et alors, est-ce que j'ai fait des études supérieures ? J'ai fait des études supérieures. D'ailleurs, par rapport à mon niveau en classe, je trouve que le cursus, c'est quand même pas mal. J'ai fait Sciences Po Bordeaux. Donc 5 ans. Donc la réponse est oui, tu as fait des études supérieures et j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP. Donc qui est c'est top 1 ou 2, c'est top 2 ou 3 dans les business schools, mais je crois que dans le master entrepreneuriat, ils sont 1 ou 2. Donc c'est un master prestigieux. Tu vois, c'est fait par des VC, donc pour les auditeurs VC, investisseurs en capital risque, investisseurs en start-up. Donc c'était fait par des businessmen, c'est pas quelque chose qui est fait par des... C'était quoi le projet derrière ce parcours d'études supérieures ? Alors, donc par rapport à l'entrepreneuriat, parce qu'en fait c'est intéressant, disons que là toi ton podcast c'est sur les créateurs de contenu, où on peut dire, c'est le terme que les gens ne comprennent pas, pour qu'ils utilisent souvent de dire influenceur, mais créateur de contenu me paraît plus adapté, parce qu'on est tous influenceurs en fait, d'une certaine façon. La question c'est la taille. En fait. Et on est tous créateurs de contenu aussi, à différents niveaux. Quand tu publies une photo, que tu la postes sur ton compte Instagram, même perso, tu as créé du contenu. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc ce serait intéressant de se dire à quel moment tu deviens créateur officiel. Est-ce que parce que tu monétises ? Est-ce que c'est une question de taille ? Je sais pas, j'ai pas spécialement de réponse. La réponse, elle est toute simple. Tu fais à manger tous les soirs chez toi. T'es pas cuisinier pour autant. Tu deviens cuisinier à partir du moment où tu en fais une activité principale dans ta vie et qui occupe principalement tes journées. Ouais. Alors, justement, sur ça. Alors, mais c'est intéressant parce que... Alors pourquoi tu poses cette réflexion-là par rapport à tes études supérieures, cursus entrepreneuriat ? Parce que moi, je me considère plus comme un entrepreneur, comme un créateur de contenu. Alors c'est une réflexion, c'est bizarre parce que je me la pose là en me la faisant, mais tu vois un TikToker par exemple, je sais plus, tu parlais d'un TikToker tout à l'heure qui avait 1 million d'abonnés. Ouais, Antoine Forest. Ouais. Mais tu vois, non mais par exemple, il y a un mec qui s'appelle Riyad, tu sais, un TikToker... Oui. Riyad Levray ou je sais pas quoi. Just Riyad, non ? C'est pas ça ? Ah ouais, c'est peut-être ça, ouais. Et tu vois, j'avais vu une vidéo de lui sur Brut et il avait dit, en fait, quand il s'était présenté, il avait dit je suis créateur de contenu.
Et je me dis, c'est marrant, il y a des gens, ils se présentent comme ça. Moi, si je me présente, je dis pas créateur de contenu, je dis je suis entrepreneur, tu vois. Parce que je me considère comme un entrepreneur. Donc, à la base, moi, mon but était d'entreprendre et la création de contenu était un levier pour le business. Mais donc, si tu veux, alors, là, bon, de toute façon, on est parti loin là. Mais en gros, tu m'as dit c'était quoi le projet entrepreneurial. Donc moi, c'était quoi le projet en poursuivant ces études, ce cursus d'études supérieures. Donc moi, je voulais monter une start-up. Tu voulais monter ta boîte. Voilà. Je voulais monter une boîte technologique, donc une start-up technologique. Pas une boulangerie, pas tu vois un resto. Non, je voulais monter un truc qui scale, comme on dit, tu vois, qui scale, ouais. À l'époque, j'étais biberonné. Alors en ce moment, c'est pas la personne qui a le plus en odeur de sainteté, mais j'étais très influencé par Oussama Ammar, donc les vidéos de The Family, etc. À l'époque, en fait, j'avais pété un câble et j'étais parti. J'ai pété un câble, j'étais sorti d'une agence de pub, j'en avais marre. Et le monde du travail m'avait beaucoup déplu et je m'étais dit, bon allez, j'ai craqué mon plan épargne logement. À l'époque, il y avait, je sais pas, 5 000 ou 7 000 euros dessus. Et j'ai fait le tour, justement, j'ai fait le tour d'Europe des tours d'échecs. Et à un moment, j'en ai eu marre et je me suis cassé en Australie, tu vois. Et à un moment, je me disais... Et t'as réussi à vivre, à faire tout ça avec ta mise de départ là, de 5-7 000 euros. Et figure-toi que c'est marrant parce que j'ai fait... Donc ça, c'était après Sciences Po. Mais j'ai fait... Tu sais que moi, j'ai fait... En fait, après Sciences Po, donc j'ai fait, on va dire, des jobs en col blanc. Il y a eu une période où j'ai fait des trucs que les gens ne sont pas habitués à faire à Sciences Po. Donc j'ai planté des fraises en Australie, tu vois, et c'était tellement dur. En fait, c'est dans une région qui s'appelait Caboolture. Et en fait, j'étais avec 2 mecs et en fait, on rigolait, on appelait ça courbature, tu vois, parce que c'était les mecs sont pas grand chose, c'est pas un truc que tu apprends à Sciences Po. Mais c'est hyper dur physiquement. Alors étrangement, t'es pas si mal payé que ça, mais j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait serveur aussi. Serveur dans un resto espagnol, je me suis fait martyriser. J'ai fait pas mal ça, et donc ça me permet. Attends, mais là tu vas beaucoup trop vite. Attends, Thibaut, tu nous parles de col blanc. Donc t'es sorti de SCP. T'as eu tes premiers jobs ou c'était plutôt en mode stagiaire Ouais, alors donc là on parle de donc plutôt 2017. Donc je sors de Sciences Po, je fais 2 stages. Ok. 2 stages. Quel type de boîte? Alors c'était des boîtes. Alors j'ai toujours quand même été dans la communication. Donc la première c'était une boîte, c'était du lobbying en gros. Tu sais, c'était des boîtes institutionnelles où en fait ils vont faire des trucs pour faire en sorte de changer les lois pour les parlementaires, pour leurs clients, quoi. C'est du lobbying. Dans quel univers, dans quelle industrie? Alors la boîte prenait tout type d'industrie. Moi j'étais pour plutôt de la tech. Google, trucs comme ça. Bon, très bien. Ça m'a pas du tout plu. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Pas assez digital. Trop politique, trop status game, trop de cravates. Et puis, je sais pas, ça m'a... En fait, j'ai beaucoup appris, mais je me disais, mais j'étais pas du tout... Et puis, j'étais nul aussi, j'étais pas du tout fait pour ça, en fait. Puis, en fait, c'était vraiment des trucs où tu commences en bas de l'échelon et c'est super difficile parce que, tu sais, c'est comme les cabinets d'avocats dans les séries américaines. En fait, c'est très lent, c'est très hiérarchique. Et à un moment, si tu veux vraiment faire le truc, tu dois devenir partenaire. C'est-à-dire, tu dois acheter des parts de la boîte pour être au comité de direction. Et en fait, un jour, j'ai vu, j'ai vu des directeurs et tout, et je me dis, mais imagine, tu restes dans ce type de boîte, et dans 20 ans, tu es à la place du personne qui a 20 ans de plus que toi, ou 25 ans, ou même 30 ans. Et tu dis, est-ce que tu serais content d'être à sa place? Et je me disais, mais pas du tout. Je me disais, mais je préférais me jeter par la fenêtre, quoi. donc en fait, je savais pas où j'allais. Ensuite, donc du coup, j'ai switché vers un truc qui était beaucoup plus proche de ce que je voulais faire, qui était la pub. Donc, j'étais dans une agence qui s'appelle Rosa Paris, qui est une agence qui était assez créative. C'était sympa, mais je me retrouvais pas non plus trop dans cet univers. Par contre, j'ai beaucoup appris. Je suis vraiment content d'avoir bossé là-dedans. Et après ça, en fait, vu que j'avais fait 2 stages et qu'il n'y a rien qui me plaisait, et en fait, j'avais 0 perspective. Mais comme tu voulais monter une boîte, une start-up dans la tech, on peut se dire que tu aurais pu chercher un stage chez un GAFA, je sais pas, Google, Facebook, t'as essayé? À l'époque, je savais pas que je voulais faire une start-up. Ah, d'accord, ok. Du coup, c'est à ce moment-là, j'ai craqué un boulon et c'est après que j'ai fait le SCP. D'accord. Okay. En fait, si tu veux, donc je suis pas très clair mais en gros, voilà. Et après ça, donc j'ai quasiment pendant 1 an et demi, donc après tes 2 stages, tu te barres. Ah, je me suis barré. J'ai un trou dans mon CV de 1 an et demi. On m'en a jamais parlé. Ok. On m'a jamais demandé ce que j'ai fait.
bizarrement. Et en fait, j'ai craqué un boulon, je suis allé faire des tournois d'échecs en Europe. Et ensuite, je suis parti en Australie. Et à un moment, sur une plage en Australie, je vois une vidéo d'Oussama Ammar. Et puis à un moment, je me dis, bon, Thibaut, il y a quand même un moment où tu vas devoir faire un truc de ta life, quoi. Parce que quand j'étais gamin, j'étais super ambitieux. Je me disais, ouais, je vais gagner plein d'argent, je vais faire des trucs. Mais je pensais pas être entrepreneur. Je pensais, à l'époque, je savais même pas que ça existait. J'ai compris très tard que l'entrepreneuriat est une possibilité. Et à un moment, je suis sur une plage, je suis avec des potes et je vois une vidéo d'Oussama Ammar et je me suis dit, mais Thibaut, il faut absolument que tu fasses un truc là. Tu vas pas rester sur des plages à Byron Bay comme un con. Tu vois, c'était. En fait, il faut savoir que il y a un truc qui s'appelle le permis visa travail, ou Working Holiday Visa, qui permet d'aller dans des pays comme le Paraguay, l'Australie, la Corée, le Japon, des trucs comme ça. Et tu as un permis pour bosser là-bas, un permis temporaire qui n'est pas un vrai visa, mais qui permet aux jeunes de moins de 28 ans d'avoir un permis temporaire. Donc moi, j'ai eu ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes qui font ça, il y a de tout, quoi. Et en fait, c'est une sorte d'alternative au service militaire. En fait, beaucoup de gens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de perspective ou ils ne savent pas trop. D'ailleurs, tu vois, par exemple en Australie, il y a un groupe qui s'appelle les Branleurs en Australie. Et tu vois que, et en fait, par exemple, il y a des gens... Un groupe Facebook, ouais. Et tu vois qu'il y a de tout, quoi. Il y a des gens, par exemple, ils se disaient comment... ils s'apprenaient comment à voler dans les magasins en Australie. Enfin, ces trucs vraiment chelous, tu avais de tout. Mais bon, je me disais, bon, là... Il n'y a que des Français pour créer des groupes à la con comme ça. Franchement, c'était bizarre. Mais d'ailleurs, en Australie, ça s'appelle le French Shopping. Ouais. C'est quand le vol. Quand tu consommes et que tu payes pas, quoi. Voilà. Alors ça, resto basket. De quoi ? Le resto basket, ouais. Ça s'appelle aussi. En fait, ça, tu vois vite la différence entre la mentalité française et d'autres mentalités comme la Suisse, par exemple, ou l'Australie. C'est que quand tu vas dans un magasin en France, si tu vas dans un magasin, sortir sans article d'un supermarché, c'est assez compliqué si tu remarques. Tu dois toujours passer par une sortie chelou. Ouais, sortie sans achat. En Australie ou en Suisse, parfois la caisse elle est au fond du magasin. Et l'entrée elle est là, et donc tu peux tout prendre ce que tu veux et sortir. Mais ça, il y a que les Français pour penser on va voler. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais bon. Ok. Et bon. Donc Australie. Là tu te dis je peux pas. Ouais. Donc je rentre. Ça m'a marre. Ouais. Il faut que je fasse un truc. Voilà. À l'époque c'était start-up. Je savais même pas ce que c'était le freelancing. À l'époque il y avait une série que je regardais avec Olivia Pope. Voilà. Je sais plus comment elle s'appelle cette série avec Olivia Pope, qui est une solopreneur, et c'est la seule sorte de référence que j'avais. Scandale. Je crois Scandale, ouais. C'est ça, hein, ouais. Donc ça, je savais que tu pouvais être solopreneur. Enfin, il y avait des trucs... Mais pour moi, c'était des gens qui avaient 50 ans, ils avaient déjà un carnet d'adresses, tu vois, où je me disais, ouais, c'est genre des anciens présidents qui font des conférences à 250 000 €, ils se facturent en société, ils sont tout seuls. Mais je me disais, ou des avocats, ou des médecins, tu vois, des libéraux. Mais je me disais, mais le solopreneur, pour moi, ça me paraissait bizarre. Pourquoi une société va m'acheter un truc à moi alors qu'il pourrait acheter à toute la compétition? Il y a forcément quelqu'un qui va faire un truc mieux que moi. Donc moi je me disais le mieux c'est que vu que je suis généraliste, c'est de monter une start-up et un produit et de construire quelque chose. En plus j'avais zéro légitimité. Donc à l'époque c'était start-up or nothing, tu vois. Et il se trouve que après le SCP, voilà, pendant je sais pas, peut-être un an, un truc comme ça, j'ai un peu galéré, j'ai fait un stage et ensuite je me suis dit bon, j'étais un peu résigné et du coup j'ai fait un petit peu de sales dans une boîte tech. Et à un moment, je me suis dit, il y a eu le Covid, donc je pense qu'on s'est séparés pour plusieurs raisons. Et à un moment, à l'époque, vu que j'étais sales, il y avait une pénurie de sales sur le marché, plein de gens sont venus. Et en fait, j'ai commencé à faire des rendez-vous pour être sales. Et à un moment, j'ai parlé à mon père, je lui ai dit, bon, écoute, je voulais être entrepreneur, de toute façon, c'est le Covid, je suis au pied du mur, tu sais quoi, j'ai pas d'équipe, j'ai rien, je m'en fous. Donc je lance ma boîte, et j'ai lancé ma boîte, et j'ai bazardé tous les entretiens. Et t'as mis quoi dans les statuts dans cette boîte qui n'avait pas d'existence? C'était quoi cette boîte? J'ai mis conseil, et je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai mis conseil. Ouais, c'est le truc le plus fourre-tout que tu peux faire, c'est vrai. Et j'ai appelé ça Better Call Thibaut, le nom commercial, ouais. Better Call Thibaut, et je me suis dit, on voit je sais pas la référence. Hein. Ouais. Je me suis dit, les gens, il y a peut-être un moment où je vais faire des trucs et ils vont m'appeler pour. Donc le premier truc que j'ai vendu, et quand je dis ça, les gens ils me croient pas, ils me disent c'était complètement what the fuck, c'est que je vendais des mèmes. Ok. Et des gifs spécialisés. Que tu fabriquais toi-même, c'est ça? Je prenais des templates et ensuite, en fait, les gens me payaient pour mon cerveau de même,
Et donc, en gros, je faisais des calls avec les gens. Et en fait, je leur disais, bah, c'est quoi tes problèmes, les blagues que vous racontez avec vos potes. Et puis, je leur faisais une série de 10 mèmes. Et je vendais ça 500 €. Mais pour des entreprises? Ouais, pour les entreprises, pour leur Et communication. les utiliser dans leur newsletter, sur leur site internet, Ouais, voilà, sur des pour posts. des presses, des trucs comme ça. Attends, mais et comment t'as généré du flux d'appels entrants avec ça? Eh ben, Comment ouais. les gens t'ont identifié comme quelqu'un qui savait faire Ouais. des mèmes intelligents? Et bah justement, c'est ça le truc. Donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je me considère d'abord comme un entrepreneur. Et en fait, la création de contenu, pour moi, c'est un canal d'acquisition. Oui. Donc, tu vois, il y a un livre de Gabriel Weinstein qui s'appelle Traction. Il t'explique, en gros, quand tu es une startup, tu as 20 canaux d'acquisition. Enfin, une startup ou entrepreneur. Et les réseaux sociaux en sont un. Donc, pour moi, la création de contenu, c'était... voilà, en fait, j'observais depuis 2 ans, 3 ans, la création de contenu. Et je sais pas, je commençais à voir des gars, type, tu vois, Grégoire Gambato, Maud Alaves, qui était un petit peu qui avait fait la promo après moi. Tu vois, je commençais à me dire, mais ces gens, ils sont visibles. Et à l'époque, je me disais, c'est du bullshit, tu vois. Genre, je me disais, ils communiquent, ils font Visible du like. sur LinkedIn. Je me disais, personne les achète. C'est ça, hein, ouais. LinkedIn ou autre, ouais, mais LinkedIn, c'est le plus gros réseau de traction en business. Mm. Et je me disais, mais ça doit pas être si compliqué quand même de faire du like sur ces trucs-là. Mais à l'époque, je me disais, je pense que ces mecs, ils bullshit. Tout le monde bullshit. Ils font du like, mais personne ne va les acheter. Genre, ils achètent des likes, c'est Non. ça? Ou bien bullshit dans quel sens? Donc, ce qu'ils racontent, ce qu'ils partagent dans leur post LinkedIn, Non. Non? Ça, je veux bien. Non, ça, j'étais OK pour croire que c'est vrai. Mais je me disais, ça peut pas générer autant de leads et autant de cash que ce qu'ils disent. Ok. À un moment, non, mais tu vois, pour te dire, hein, à un moment, je me suis dit, je suis même pas sûr qu'il y ait un mec, tu vois, sur LinkedIn, enfin une personne sur LinkedIn qui ait généré du lead, en vrai. Au global. Ouais. Je me disais, c'est pas possible. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, à force de voir des chiffres, je me suis dit, écoute, Thibaut, tu testes. De toute façon, t'es skilling de game, j'avais rien d'autre. En fait, j'avais pas de levier. J'avais pas de crédibilité, j'avais pas grand chose à vendre. Donc, je me suis dit, on va faire une stratégie océan bleu, on va faire une stratégie de contre-pied complète. Je me suis dit, LinkedIn, je pense qu'il y a beaucoup de traction à faire sur ce réseau-là. Je voyais que c'était un petit peu trop chiant. Du coup, je me suis dit, on va faire des vannes. Ce qui est marrant, c'est que j'avais une intuition qui était pas mal parce que il y a 3 jours, LinkedIn a rajouté la réaction rire. C'est-à-dire, avant, tu pouvais liker, tu pouvais être curieux, love et tout. Maintenant, ils ont rajouté la réaction rire. Et je pense, je sentais qu'il y avait quand même... Tu me l'apprends, je n'ai même pas remarqué. Ok. Tu regarderas, si tu restes appuyé, c'est la réaction bleue avec un emoji qui rigole, tu vois. Qui, on pourra en reparler, mais qui, pour moi, qui est pas du tout aussi anodin que ce qu'on pense. Et donc, j'ai commencé du coup, à prendre la plateforme à contre-pied complètement en faisant des mèmes et des gifs. Je faisais... Sans texte ou juste... S'il y avait du texte. Ah si, le but, c'était... Tu donnes un exemple, peut-être c'est dur la question. Non, mais je peux t'en donner un parce qu'en fait, je continue à en faire. Parce que justement, en fait, je faisais des textes. En fait, je parlais de marketing sur ma page, pardon. Sur ma page Thibaut Louis, voilà, ma page Thibaut Louis. J'avais une autre page Better Call Thibaut qui est comme une sorte de compte Instagram de même où je mettais des vannes. Aujourd'hui, j'en ai sorti une qui était un petit peu violente, mais en fait, j'ai mis un Bob l'éponge, tu sais, comme ça, avec ses yeux qui regardent. Et tu sais, j'ai mis les écritures avec les minuscules et les majuscules pour dire... et en fait, le même veut dire... tu sais, c'est les gens qui... Et en fait, j'ai dit... et là, j'avais mis no one, 2 points. Et là, les gens qui se sont fait plumer par des maisons d'édition... je me suis fait publier par Gallimard. Je sais pas, tu vois, parce que... Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Je vais mettre les éditeurs à dos. Non, mais je vois la signification. Ouais, voilà, parce que en gros... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte là, avec les maisons d'édition, qu'en fait, aujourd'hui, tu pouvais être auto-édité. Et en fait, j'ai compris que les gens... Ils étaient approchés par des maisons d'édition. Ouais. Et au début, je voulais pas faire de livre parce que je comprenais même pas le principe de la maison d'édition. Je me disais, mais Amazon peut t'auto-éditer ton truc. Et en fait, j'ai compris un truc qui m'a grave énervé. C'est qu'en fait, les gens, ils se font éditer parce que, en fait, si tu as un nom d'éditeur stylé, et ben, au dîner mondain, tu peux dire, moi, je suis publié chez Gallimard, tu vois. Et en fait, dans ce petit monde-là, c'est stylé. Par contre, si t'es publié par une vieille, tu vois, un truc qui est pas stylé, bah, les gens te disent ouais, mais bon, c'est pas une super maison d'édition. Et en fait, t'as des gens, ils préfèrent perdre de l'argent et se faire publier par Hachette ou Gallimard plutôt que s'auto-éditer. Mais la différence de marge est astronomique.
Dans la plupart des maisons d'édition, et là je suis d'accord avec toi. Après, bon, c'est pas le cas de toutes les maisons, mais c'est un business où tu fournis 95% du taf et tu récupères 6% des revenus. Exactement, c'est ça. Et donc quand tu fais les calculs et que tu as un état d'esprit d'entrepreneur, tu comprends vite que te faire éditer par une grande maison d'édition, c'est pas du tout un bon plan, quoi. Après, tu peux avoir des avantages collatéraux, c'est-à-dire notoriété, c'est un prétexte de communication, donc le personal branding, etc. Ouais. Si par ailleurs t'es pas hyper bon là-dedans, que t'as pas une présence sur LinkedIn ou autre qui est développée, why not, tu vois. Mais si vous faites de l'édition juste pour gagner de l'argent, ne faites pas de l'édition. Ouais, non, mais c'est clair. Donc ça, c'est collatéral. C'est ton mème d'aujourd'hui. Mais alors, à partir de quand tu as commencé à publier ces mèmes avec justement ce petit contre-pied au post LinkedIn qu'on voit partout? Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, ce que je faisais plein de trucs en souterrain. J'envoyais des mèmes à tous mes potes, mais des mèmes hyper corrosifs. Genre des trucs, je peux pas les publier en ligne, je me ferais guillotiner, tu vois. Et en fait, je le faisais souvent et c'était mort de rire. Et ils m'ont dit quand même, essaie d'en publier quelques. Donc j'ai commencé à en faire. Et à l'époque, j'ai lu un livre, donc on en parlait juste à la sortie, qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant, qui est une sorte de, on va dire, de bible du soloprenariat à l'ère post-internet. Et il t'explique que lui, il te dit qu'il faut prendre la parole en ton nom propre sur les réseaux, les utiliser et faire levier là-dessus pour avoir une crédibilité et générer des opportunités business. Et il te parle d'un concept qui est le monopole personnel. Le monopole personnel, lui, il a fait un tweet où il dit « The Internet enables 8 billion monopolies ». Donc, il considère que, en fait, tu peux créer 8 milliards d'entrepreneurs et que chacun peut être le meilleur dans son domaine et sur son marché qui serait un marché de une personne. Et il fait une théorie qui est hyper complexe. Donc, en fait, tu mets la curiosité infinie, tes expertises, ta personnalité. Et en fait, ça, c'est quelque chose que les gens cherchent et tu es en itération constante dessus. Donc, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, sur quoi je suis bon, sur quoi j'ai des math skills, des trucs, même des trucs à la con, tu vois. Et donc, j'ai dû reprendre des trucs genre, tu vois, l'humour corrosif, le fait de débattre, des analyses logiques sans faille sur les raisonnements, la capacité d'écrire, tu vois, ou des trucs aussi comme la capacité à pouvoir discuter avec quelqu'un qui hiérarchiquement est bien supérieur à moi sans me chier dessus, tu vois. Et en fait, tous ces trucs-là que j'ai repris, où j'ai demandé à mes potes, à mes parents, etc., en fait, je les ai remis dans mon business et en fait, j'ai essayé de planter tous ces drapeaux-là. Tu as créé un business que personne d'autre n'aurait pu créer. Tu as créé le business de Thibault Louis, quoi. Bah ouais, après, je sais pas, il y a plein de gens qui essaient de faire du ghostwriting, mais là-dessus, non, mais là, je parle de ta là, spécifiquement sur les mèmes, par exemple, peut-être cette façon de voir les choses, cette façon de les tourner, de les présenter, elle est spécifique à Thibault Louis. Et en cela, t'es un précepte de Naval Ravikant, effectivement. Ouais. D'ailleurs, j'ai déjà parlé du bouquin de The Almanac of Naval Ravikant ici. Franchement, lisez-le, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ce livre qui est disponible déjà gratuitement sur Internet. C'est un EPUB ou PDF, vous avez tous les formats dispo, qui est en anglais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, sachez que Laurent Brouat, qui est podcasteur aussi chez Orso Media, qui a un podcast qui s'appelle Il était une fois l'entrepreneur, excellent podcast, l'a traduit en français et vous pouvez le trouver sur son site Inspire Media. Je vais encore le mettre en lien dans le descriptif de cet épisode. Je prends un peu de temps pour parler de ça parce que je sais que toi, tu es un grand adepte de Naval Ravikant. Et donc, si vraiment ça vous intéresse de creuser ces sujets, foncez le télécharger. Ça se lit à la plage. Vous allez vraiment kiffer. Ouais, j'adore ce mec. La blague que me font mes potes, c'est qu'ils me disent c'est ton date Tinder parce que j'en parle tellement. À la fin, ils me disent mais c'est comme un dieu, quoi. Mais je pense qu'il a d'un côté. Moi, je suis pas quelqu'un de religieux du tout, mais je pense que si j'avais quelque chose qui dans ma vie s'était rapproché d'une certaine forme de religion ou de précepte dans un bouquin, je dirais que Naval, ça aurait été le. Il a quasiment fait une bible. Il y a en 2 mots qui est Naval aussi pour que les gens comprennent un peu. Ouais. Naval Ravikant, c'est un entrepreneur américain qui vient d'Inde. Il a grandi dans les bidonvilles. Et en fait, il était entrepreneur. Il a créé AngelList. Et ensuite, il a été investisseur. Il a investi dans des boîtes genre Venmo, Uber. Donc aujourd'hui, il a une fortune entre, je sais pas, 100 millions et 500 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et un jour, en fait, il s'intéressait beaucoup à la philosophie. Et un jour, en fait, il a commencé à faire des tweets en anglais sur
sur la philosophie et sur le business. Et il a créé une sorte de bible du solopreneur, ce qui dit qu'en fait aujourd'hui on a à l'ère post-internet, n'importe quelle personne peut entreprendre seule et devenir la meilleure version d'elle-même. C'est très simplifié. Hein, mais... Ouais, puis je trouve qu'au-delà du business, il parle de richesse. Et c'est quoi la richesse ? Comment on fait pour générer de la richesse sans se perdre, en étant heureux, en trouvant le meilleur équilibre entre cet objectif d'être surtout autonome, en tout cas. C'est ça l'objectif de générer de la richesse. Et de trouver le bon équilibre entre son bonheur et l'accumulation, on va dire, de richesse, qui n'est pas forcément financière d'ailleurs. Ah mais exactement. S'il y a bien un truc qui m'a fait comprendre, et je me dis, mais alors, en fait, si dans le monde les gens comprenaient ça, même en politique, c'est quand il dit, en fait, les gens ils voient la richesse comme un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, imaginons demain, toi, tu gagnes 1 million d'euros de plus sur tes revenus, et ben ça veut dire que la société, t'aurais pris à la société 1 million, donc dans la poche des autres, et tu l'aurais mise dans ta poche. Donc c'est un jeu à somme nulle, qui fait qu'en fait la richesse, c'est quelque chose qui est vil. Et en fait, il t'explique que tant que c'est éthique, c'est un jeu à somme positive. C'est-à-dire qu'en fait, si tu crées et génères de la richesse, et ben, ce que tu vas créer comme richesse va créer encore plus d'argent pour les autres et de valeur, et que en fait, ce million-là, tu vas l'avoir pour toi, mais peut-être que tu vas enrichir d'autres personnes et de la société dans le processus. Et qu'en fait, c'est comme si c'était un gâteau. Et en fait, quand tu prends une part du gâteau de manière éthique, le gâteau grossit de base. Et ça, les gens, ils veulent pas le comprendre. Et du coup, ils se disent, ah, ce mec, il gagne tant, c'est un voleur. Tu vois. Et en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Mais il en a fait gagner 10 fois ou 20 fois plus. Tant que c'est éthique. Parce que quand les banques vont financer des projets pour aller utiliser des énergies fossiles et autres, bon, je rentre pas dans la politique, mais c'est pas forcément créateur de richesse, ça peut même être destructeur. Destructeur de richesse et de valeur. Ok, donc petite parenthèse navale. Et donc, ok, la création de contenu, donc t'as démarré par les mèmes, c'est ça ? Donc il y a des boîtes qui te payaient pour créer des mèmes, je reviens un peu là-dessus. 500 € pour 10 mèmes. 10 mèmes, ouais. Comment t'as défini ce tarif de 500 € ? Au doigt mouillé, en vrai. Ok. C'était marrant parce que quand j'ai demandé à l'époque aux gens ce qu'ils considéraient être le prix, j'ai eu des X1 à X10. Genre, le prix le plus bas, on m'avait dit 50 et le prix le plus haut, on m'avait dit 5000. Et en fait, de toute façon, rien n'a de prix. Si tu t'en rends compte en entrepreneuriat, moi, quand les gens, les gens voient les prix que je peux facturer, il y a des gens, ils me disent, mais t'as fumé ou quoi, tu vois. Et tu l'as pas du tout calculé ce prix en fonction du temps que tu y as passé, du temps que tu aurais mis à faire autre chose qui aurait généré X valeur, tu vois. C'est aussi une manière d'estimer un prix. Je m'étais dit, j'avais plutôt pensé à la perception que les gens auraient du temps que je vais y passer. Je me suis dit, les gens vont penser que je vais y passer un jour. Et je savais pas combien de temps j'allais y passer. Et à l'époque, je m'étais dit, ok, 500 €. Je m'étais mis un TGM à 500, ce qui pour un débutant peut paraître beaucoup pour certains. D'autres te diraient non, pas tant que ça. Mais de toute façon, pour la production de même, il n'y avait pas de prix nulle part. Donc j'avais dit 500 et les gens me disaient ok, toujours ok, quand ils étaient intéressés. Et très rapidement, je suis passé au ghostwriting. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que les gens voulaient, c'était pas des mèmes, c'était qu'ils voulaient communiquer et ils n'arrivaient pas à communiquer. Et en fait, eux, ils pensaient qu'ils avaient besoin que je leur donne des mèmes pour communiquer, sauf qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient besoin que je les aide en fait, à ce qu'ils comprennent quoi dire sur les réseaux. Et en fait, moi qui pensais que j'étais une sorte de designer graphique de production de contenu, que j'étais un technicien. En fait, non. J'étais un concepteur-rédacteur de pub. Oui, donc en fait, non, c'était quasiment du coaching éditorial, quoi. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte et donc après, j'ai changé mon offre. Et en fait, je faisais du coaching pour aider les gens à prendre la parole sur Internet. Et là, le premier truc que tu comprends en tant que créateur de contenu, c'est que quand tu aides les gens à faire du contenu, tu fais pas de la production. Tu peux te dire, oui, je suis producteur de podcast, je t'aide. Mais c'est pas ça le gros du truc, c'est pas la technique. Le gros du truc, c'est réduire et éliminer les barrières mentales des personnes. Tu vois, parfois, c'est limite prendre la main de la personne et lui dire « Non, mais là, tu cliques sur « Publier ». Moi, j'ai des clients, quand je suis pas là, ils publient pas. Ils attendent que je sois là pour que je les force à publier. Je me suis rendu compte de plein de trucs là-dessus. Et donc, du coup, je suis passé plutôt à un métier d'écriture. Donc, c'est coaching et écriture. Donc, je coach les CEO de start-up
Et donc on discute et j'écris en live le truc. Comment ils viennent à toi? Parce qu'ils ont vu mon contenu sur LinkedIn, plus ou alors ils m'ont entendu en podcast, ou alors sur ma newsletter. Enfin, souvent c'est sur LinkedIn. 35 millions de vues en 1 an et demi sur LinkedIn quand même, donc ça commence à faire. Et surtout que vu que je parle beaucoup de business, il y a beaucoup de gens de business qui like, et donc ça a grossi au niveau du business. Parce qu'il y a certains CEO qui peuvent avoir de l'ego et dire non mais moi ça va, c'est bon, je peux prendre la parole moi-même sur LinkedIn, j'ai pas besoin d'un presta ou d'un coach pour m'aider à faire ça quand même. Alors là on aurait pu faire, alors juste sur ce truc là on aurait pu faire un épisode en entier là-dessus. Je sais pas si un jour je vais expliquer tout ce que j'ai compris là-dessus, mais déjà les CEO, déjà il faut comprendre qu'il y en a qui pensent que les réseaux sociaux sont inutiles. Déjà il y en a qui pensent que la communication est inutile, et je te parle pas de ceux qui pensent que le marketing sert à rien. Donc déjà il faut qu'ils comprennent ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que prendre la parole et créer du contenu, c'est pas mettre des photos d'équipe et des offres de stage. C'est qu'en fait, tu deviens journaliste de ta propre vie, quoi. Et tu deviens... En fait, t'es un mélange entre un journaliste de ta vie et un producteur Netflix de ta propre vie, tu vois. Ce qui veut pas dire que tu mens. Ce qui veut dire qu'il faut que tu apprennes à ce que tu racontes, ça soit intéressant. Ça veut pas dire que ça doit pas être vrai, mais tu dois le raconter d'une certaine façon. Et si tu vas sur Netflix ou au cinéma, tu te rends compte que quasiment 3 films sur 4, ils sont nuls. Tu vois, quand tu regardes le catalogue Netflix, il n'y a rien d'évident. Il y a beaucoup de trucs, c'est quand même nul. Ouais. Donc tu dis, il y a des gens qui sont payés pour ça, ils n'arrivent même pas à faire des bons scénarios. Donc en fait, des bons storytellers, il n'y en a pas. Steve Jobs, un jour, il avait dit, genre, c'était une blague qui était racontée. Il était dans un restaurant avec des gens de son équipe, et il arrive comme ça, il débarque et il dit qui est la personne la plus puissante du monde selon vous? Et là, il y en a un, il dit, à l'époque c'était en 95, je sais plus quoi, il y en a, il dit ouais, Mandela. L'autre, il dit, je sais pas le président, je sais plus, Bill Clinton, je sais pas quoi. Et là, c'est vrai, il fait non, la personne la plus puissante du monde, c'est le storyteller, il dit. Et là, il dit, j'en ai marre que Disney me pique tous les trucs du storytelling, I will be the greatest storyteller in the world. Et il est parti manger son bagel, c'est ce que le mec raconte. Et en fait, des gens qui sont bons pour raconter des histoires, il n'y en a pas. Et même, on te disait, Kevin O'Leary, il te disait, toutes les personnes qui étaient très influentes, ils avaient une capacité commune, c'était la capacité de raconter des histoires. Mais même Alexandre le Grand, tu vois. Tu vois, si Donald Trump, qui est quand même un gars, tu vois, qui est chelou, s'il s'est fait élire du pays le plus puissant de la planète, c'est parce qu'il sait raconter des histoires aussi. Alors, il a su raconter la bonne histoire aux bonnes personnes, quoi. Il a su raconter les bonnes histoires aux bonnes personnes. Mais tu vois, par exemple... moi, je kiffe pas le gars, hein, je parle factuel. Il est hyper facile à singer. Quand on se moque, on lui met une perruque, on lui met comme ça à parler avec une petite bouche. Et en fait, donc c'est très facile de singer quelqu'un. Et en fait, quand c'est facile de singer quelqu'un, de l'imiter, souvent c'est qu'il est plus identifiable, tu vois. Et donc, c'est singulier, ouais. Et cette capacité à raconter des histoires, elle est difficile. Il y a ce truc aussi sur Steve Jobs, c'était dans les équipes, tu as souvent un builder et un seller. Le builder est construit, le seller il vend. Mais vendre, c'est raconter des histoires, etc. Steve Wozniak, c'était le builder, Steve Jobs, c'était le seller. Tu vois, Michelle Obama, c'était la builder, Barack Obama, c'était le seller. Et donc là-dessus, il y a beaucoup de gens qui sont très bons pour build. Mais tu vois, la dernière fois, j'ai un gars, il me dit mais tu sais que j'ai jamais rien posté de toute ma vie sur les réseaux sociaux. Il vient de lever 30 millions, il a jamais posté un truc sur Facebook, Insta ou quoi. C'est ça que je comprends pas. Tu parles à des mecs qui ne comprennent pas l'intérêt de la communication et qui viennent du coup te voir pour les aider à publier des bons posts LinkedIn et qui racontent la bonne histoire. Il y a quand même un gap, tu vois, entre dire la communication et les réseaux sociaux, c'est nul, ça sert à rien, et je vais écrire les meilleurs posts de la Terre sur LinkedIn. Tu vois, les gens... un peu d'une extrême à l'autre. Mais moi, j'ai des gens qui sont convaincus que c'est utile. Ça veut pas dire qu'ils sont bons là-dedans. Mais je te donne un exemple. Imagine maintenant, je sais pas si tu investis, par exemple, en start-up. Non, pas en start-up. Pas encore, ok. De toute façon, ça me regarde pas. Mais imaginons demain ou dans 10 ans, tu veux investir en start-up. Imaginons que là, je sais pas, tu as une rentrée d'argent et tu te dis, j'investis en start-up. Est-ce que tu vois, un fondateur qui a 20 000 abonnés sur YouTube, tu serais pas un petit peu plus
tu dirais pas quand même, il a un truc que j'arrive pas à quantifier, mais s'il il s'est communiqué en personal branding, il a au moins ça, quoi, tu vois. Je sais pas si, enfin, j'imagine que ça te rassurait pour filer des billets plutôt que des gens qui communiquent à zéro sur les réseaux. Oui, certainement. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Et ben même les VC, qui sont donc les investisseurs en start-up, donc les VC professionnels, même eux qui sont nuls en marketing, souvent ils comprennent rien. D'ailleurs, il y a très peu de VC qui savent bien se brander. J'ai rien contre eux, hein, mais même eux, ils comprennent que ça devient utile. Et j'ai même des gens qui me disent non, mais en fait, c'est pas moi qui veux le faire, c'est mes investisseurs qui m'ont demandé. Parce qu'ils savent que c'est un avantage compétitif qui est énorme. Donc oui, mais il y en a, tu vois, ils passent dans les journaux et ils font des trucs, ils lèvent 20 millions. Et en fait, tu fais du coaching avec eux et en fait, ils sont à un niveau poussin en écriture et en création de contenu. Ils doivent tout refaire. Et c'est pour ça que c'est aussi utile le coaching sur ces sujets-là, quoi. Ok, t'accompagnes combien de clients aujourd'hui ? 8. Ok, t'as 8 CEO. Il y en a que, ça y est, t'as formé, t'as coaché, qui sont aujourd'hui complètement autonomes et tu dis c'est bon, ils n'ont plus besoin de moi ? Ou c'est le but. Ouais. C'est le but. Souvent, je dis que j'ai pas vocation à garder les personnes sur du long terme, sur trop du long terme. Il y a une patte, Thibault Louis. Est-ce que si je suis vraiment attentif et que j'inspecte bien LinkedIn, je pourrais les retrouver, ces 8 CEO ? Ou est-ce que quand même l'idée c'est de faire en sorte que ce qu'ils racontent, ça leur ressemble avant tout ? Pas facile comme question, parce que normalement si t'es bon, c'est pas censé se voir. Ouais. Mais après il y a tellement peu de gens sur LinkedIn. Les gens, quand même, en général, ils peuvent reconnaître une forme, un style. Mais tu sais, t'as pas beaucoup de gens qui partent viral sur LinkedIn, quoi. Donc, quand ils partent... Non, mais après, t'as peut-être un algo de LinkedIn. Et tu sais, j'ai reçu Nina Ramen, qui est copywriter, writer, je sais plus comment on dit. Enfin, bref. Et je lui ai posé aussi cette question. Je lui ai dit, est-ce que... finalement, comme on sait maintenant à peu près ce qui marche bien sur LinkedIn, cette attaque un peu brute de décoffrage, tac, avec un point, tu sautes quelques lignes qui te happe un peu, qui t'embarque et tu as envie de lire la suite. C'est un schéma que tu vois quand même de plus en plus, et donc qui aujourd'hui est efficace. Mais si tout le monde commence à s'y mettre, au final... tous les posts LinkedIn vont se ressembler et il y aura une sorte d'uniformisation de la plateforme, tu vois ? Ouais, alors c'est intéressant, mais moi j'y crois pas du tout. Écrire, c'est une discipline qui est très récente dans l'histoire de l'humanité, hein. Les gens, ils savent écrire depuis pas longtemps, je crois, genre 5000 ans, un truc comme ça. On n'écrit plus aujourd'hui, même au stylo. Donc il y a même des gens qui sont professionnels là-dedans et qui écrivent pas très bien, quoi. Il y a des gars, ils sont appelés comment ? New York Times best-selling author. Ils savent même pas écrire un tweet. Donc tu vois, on n'est pas, tu sais, on te parle de web. Mais c'est pas le même exercice d'écrire un bouquin et d'écrire un tweet. Non. Enfin, d'être bon sur Twitter et d'être bon en bouquin, ça n'a rien à voir. Ça ne demande pas, je pense, les mêmes qualités. Ouais. Mais parce que les gens, ils pensent souvent écrire, c'est comme quelque chose de... Ouais, c'est les métiers de l'écriture. Mais les métiers de l'écriture, mais t'as 15 métiers dans l'écriture. C'est pas pareil que la même chose que d'écrire une notice Ikea, de faire du creative writing, de faire de la poésie, tu vois, d'écrire des romans, d'écrire des livres business. C'est des règles qui sont très différentes. Et en fait, Internet, il faut presque voir ça comme un pays. L'écriture sur Internet, c'est quelque chose de très, très spécifique. C'est pour ça qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à l'âge. Tu vois, c'est assez rare de voir des gens âgés bien écrire sur Internet parce que souvent, ils sont trop académiques. Alors que l'écriture Internet est beaucoup plus libre. Elle est beaucoup plus copyrightée. Elle a ses propres codes aussi. Ses références, son langage, sa grammaire, sa propre ponctuation. Ouais. Mais globalement, ce qui manque, c'est pas que c'est mal écrit, c'est souvent que les idées sont merdiques, en fait. Les gens, ils n'ont pas besoin de mieux. En fait, ils n'ont pas besoin forcément de mieux écrire. Ils ont besoin de chercher, de trouver des meilleures idées et qu'elles soient plus claires. Et le truc, c'est que le processus d'écriture, c'est un processus de clarification de ta pensée. Et en fait, c'est pour ça que c'est aussi difficile pour les CEO, c'est qu'ils ont une pensée macro. Et en fait, quand tu as une pensée macro, les gens intelligents, ils ont souvent une pensée macro. Mais
Internet, c'est fait pour délivrer des pensées micro. C'est-à-dire, il faut que tu aies une idée, qu'elle soit délivrée à un moment et qu'il y ait un début et une fin. Et que ça soit clair. Avec un angle très précis. Ouais. Et ça, des gens intelligents, ça leur demande beaucoup d'efforts. Mais tu sais, parfois, quelqu'un sur Insta, t'arrives, tu mets une toffe de toi et puis tu dis, tu mets juste Sunday Mood, tu vois. Et tu fais 2000 likes. Et bah voilà, en fait, la personne elle a compris. Elle a mis un truc, les gens ont trouvé ça joli et ça suffit. Et un CEO, il ne va pas mettre Sunday Mood. Il va avoir l'impression qu'il faut que ça soit. Tu leur conseillerais de le faire ? Non. Pourquoi ? Je trouve, non, mais pas Sunday Mood, mais justement peut-être les aider à trouver d'autres formes de prise de parole sur LinkedIn qui passent pas forcément par de l'écriture. Ça peut être une vidéo, ça peut être un carousel, ça peut être une photo un peu étonnante qui sort du lot. Parce que le but c'est quand même ça, c'est que leur post, leur publication sortent du lot. Et en fait, sur la création de contenu des CEO en business, on est sur le néantistan, quoi. Il n'y a personne. Pour te dire à quel point c'est récent, moi, quand on me demande, prouve-moi que c'est utile d'avoir un personal branding pour un CEO, eh ben, le livre que je conseille, c'est un livre qui a 6 mois, qui s'appelle Founder Brand. Founder Brand de Dave Gerard, qui a accompagné Dave Consult sur un CEO de Privy, etc. Il raconte comment il a accompagné, donc il te donne la méthode, il t'explique pourquoi, il te donne les résultats qui sont clairs. Le truc est limpide et explique bien. Mais évidemment, tu vois, déjà, la communication. La majorité des CEO, c'est des hommes, tu vois. Et quand tu regardes les levées de fonds, c'est toujours ils sont comme ça, tu vois. Et tu as toujours un mec en chemise bleue, un mec en chemise blanche, et un mec peut-être en t-shirt qui est CTO, et ils croisent les bras comme ça, et ils disent, oui, Startup X lève 8 millions, et c'est, tu vois, ça pas... Hein ? Boring et uniforme. Tu vois, et quand tu vois que... Mais il y avait une époque où ces photos-là étaient super hype et tendance, tu vois, quand tu étais une startup, il y a 10 ans. C'est aujourd'hui devenu complètement boring parce que tout le monde a repris les codes et c'est un peu ce que j'essaie de... C'est un peu la question que je te pose par rapport à LinkedIn, c'est que finalement tout ça va s'uniformiser et il y aura peut-être des nouvelles formes de prise de parole des CEO, des entrepreneurs sur la plateforme. Bah, le truc, c'est plus c'est... Du coup, en fait, plus tu vas prendre des actions qui sortent un peu de la médiane, c'est ce qu'on appelle la théorie des bénéfices asymétriques. On te dit, les gens suivent une ligne médiane, comme ça. Plus tu prends des décisions qui sont proches de la ligne médiane, plus tes bénéfices sont faibles. Plus tu prends des décisions qui sont loin de la ligne médiane, plus les bénéfices peuvent être exponentiels. Donc dans un monde qui s'uniformise, et dans un LinkedIn qui s'uniformise, si tu prends complètement le contre-pied de la plateforme, tu prends des décisions qui sont risquées, mais les bénéfices sont énormes. Je peux te donner un premier exemple. Alors, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Les gens l'aiment ou l'aiment pas. Elon Musk. Ces compagnies actuelles, il y en a tellement, je sais pas combien il en a, mais il a Starlink, il a Tesla, il a The Boring Company et il a SpaceX. Ok, il y en a une, Starlink, c'est pour te foutre des implants dans le cerveau. Tu sais, c'est pas le truc le plus consensuel. Starlink, c'est l'accès à Internet. Ouais, Starlink, pardon, il va foutre des satellites pour concurrencer les États, en gros. L'autre, c'est Neuralink, pardon. Oui. Neuralink, c'est pour te foutre des puces dans le cerveau. Ensuite, il crée la plus grosse boîte de véhicules électriques. Ça, et ensuite, il veut aller conquérir Mars. Il y a rien qui se rapproche de la ligne médiane. C'est que des décisions et des risques à bénéfices asymétriques. Chacune de ces compagnies... Et potentiellement Twitter. Chacune de ces boîtes elles peuvent toutes faire faillite et lui coûter des milliards. Mais n'importe quelle de ces boîtes peut aussi devenir la première capitalisation boursière mondiale. En fait, Elon Musk, c'est un type qui prend que des décisions asymétriques et donc il peut faire la faillite comme tout remporter. Et dans la création de contenu, c'est la même chose. Plus tu prends de risques et plus tu prends des décisions asymétriques, plus tu vas te faire critiquer et plus tu vas... mais plus aussi, tu peux engranger des bénéfices. Et globalement, tu vois que en fait, les gens qui cartonnent bien, globalement, ils ont quand même un truc différent. Tu vois. Tu parlais de Nina quand même. Nina, elle prend des risques, hein, tu vois, et d'ailleurs, elle se fait allumer. Caroline Jurado, que tu as eu sur le podcast,
Elle parle de crypto, de Web3, de blockchain. Tu vois, il y a des gens, ils pètent des plombs. Tu te fais allumer, toi? Ouais, il y a une période où c'est... Oui, en fait, je me fais tout le temps allumer. Mais il y a une période où c'était... Sur LinkedIn? Dans les commentaires? Ah, ouais. Il y a qui t'allume? Enfin, je veux pas des noms, mais quel type de profil? Ouais. Des gens qui passent par là, souvent, qui disent quel bullshit. Après, je le cherche aussi, hein, parce que parfois, je te donne des titres d'articles. J'en ai fait un qui s'appelait Le paradoxe quinoa-cocaïne. Là, j'ai cherché. Et j'en ai fait un autre qui s'appelait Le Coolistan. Tu vois, où je disais qu'il y avait une personne, un journaliste, un ancien de Sciences Po, il était venu me voir une soirée, il m'avait dit ouais, on dit pas digital, on dit numérique. Et en fait, c'est typiquement le genre de truc que vont dire des consultants. Et en fait, on s'en fout. Tu vois, enfin, moi, je m'en fous. Mais tu vois, c'est des gens, ils vont toujours regarder, se dire non, ça c'est la vérité, ça c'est pas bien. Et en fait, il fait rien de sa vie. Et je me suis fait éclater. Mais là, j'avais cherché. Mais donc, tu peux avoir de tout, des gens qui viennent parce qu'ils sont pas contents. Mais la différence entre des gens qui sont pas contents et des haters, ça c'est important, c'est que les haters, ils sont persistants et ils sont vénères. Hein. Ça, c'est des gens persistants qui vont agir dans ton dos pour te nuire. Donc là, ça peut aller vers la diffamation. Ça peut aller vers tu sais, des attaques groupées. Tu sais, à l'époque, tu avais un truc qui était connu sur Facebook, c'était des attaques groupées des gens qui mettaient des caca, tu sais, des emojis caca sur les gens. Donc, j'ai pas eu de trucs comme ça, mais parce que je pense que des je raids. reste... Hein? Des raids. Ouais, t'avais des raids. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu une période où il y a eu des gens qui m'en ont beaucoup voulu, ouais. Parce que finalement, on en a assez peu parlé, mais toi, tu es avant tout créateur de contenu. C'est une activité qui te sert de vitrine pour ton activité de conseil coaching. En tant que tel, tu ne monétises pas les contenus que tu postes. Et les contenus, c'est quoi? C'est des posts LinkedIn. Quasiment un par jour. Ouais. Donc, première question. Tu as autant de choses à raconter pour poster une fois par jour? Alors, donc, moi, je suis entrepreneur. J'ai pas que l'activité de conseil en ghostwriting. Je fais des bootcamps. Ok. Et je fais aussi du conseil. Sur le même sujet, le bootcamp? Le bootcamp, c'est sur la création de contenu. Donc, le bootcamp s'appelle Solo Média. C'est sur en fait, aider les gens à créer du média autour de leur personne. Et donc, c'est pas que LinkedIn. Hein, je leur dis aussi, tu vois, des conseils s'ils veulent sur YouTube, sur newsletter, sur le podcast. Et le but, c'est de se créer ce qu'on appelle un système. Un canal ne suffit pas. Déjà, moi, je conseille aux gens, à tout le monde, d'avoir une base mail. Les Américains disent money is in the base. L'argent est dans la base, parce que si tu fais ban, tu vois, ça arrivait à tellement de créatrices sur Insta, souvent c'était des nanas, et en fait ils se font strike leur compte et elles perdent tout. Et il y en a une, tu vois, il y avait un article, il y en a une, elle avait fait elle avait demandé une cagnotte et tout, et les gens lui disaient non, désolé quoi. Et donc en fait tu dois te backer. Donc un deuxième canal, c'est bien, et la base mail, quoi, le minimum. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que j'aurais pu me faire strike de LinkedIn. Mais donc là, sur la newsletter, j'ai 5000 et j'ai le podcast aussi qui fait 2000 écoutes. Donc ça, c'est une vitrine donc, pour le bootcamp et pour le conseil business. Je monétise pas, mais j'ai fait 2-3 opérations d'influence qui n'auraient pas été largement suffisantes. Mais j'ai le manuel LinkedIn aussi, donc j'ai de la formation. Donc un manuel LinkedIn, c'est un livre blanc ou c'est une formation? C'est un e-book, c'est un e-book formation payant. Que j'ai fait avec Maud à la Vesse. C'est quoi un e-book formation payant? En fait, c'est un livre, mais c'est un livre qu'on pourrait pas vraiment faire comme un livre parce que dedans, tu as des liens, tu as des vidéos, tu as des... donc, en fait, tu peux le lire comme un livre, mais tu pourrais pas l'avoir en format papier. C'est un PDF, c'est un Notion. C'est un Notion, ok. Ouais. Donc, c'est la vitrine. Donc, pour répondre à ta question, alors, comment j'ai autant de choses à dire? Alors là, je vais te répondre de 3 manières différentes parce que c'est souvent quelque chose c'est important de comprendre ces paradigmes. Le premier paradigme, c'est... là, tu me dis, est-ce que tu as autant de choses à raconter? Ouais, c'est aussi... Où est-ce que tu trouves autant d'idées de... C'est aussi ça, une autre manière de poser la question, c'est où est-ce que tu trouves toutes les idées de contenu, de création de contenu, de posts? Tu vois, ça, c'est un truc, souvent les gens me disent, mais je sais pas quoi dire sur Internet. Et en fait, déjà, tu vas voir la personne avec ses potes le vendredi soir et c'est la pipelette pendant 4 heures, tu vois. Donc, elle a des trucs à raconter. Ce qui est difficile, c'est pas d'avoir les trucs à raconter, c'est prendre le risque de les publier. Et c'est aussi
packager le truc, quoi. Parce qu'il faut que ça soit bien fait. Et donc, il faut que ça soit... Donc, c'est pas vraiment une question là de trouver les idées, c'est plutôt une question que c'est très difficile de structurer le truc pour que ce soit un bon post. La deuxième chose, c'est que les gens qui écrivent peu, ils se disent « Ah, mais là, je peux pas écrire, c'est trop dur. » En fait, plus t'écris, plus t'es bon en écriture, et plus t'écris, plus t'as d'idées. C'est ça le grand paradoxe. La grande tristesse pour les gens qui écrivent pas, c'est qu'en fait, quand tu commences à écrire ton idée, elle est pas claire dans ta tête. En fait, tu la structures en l'écrivant. Et tu dois shipper parfois 10 posts nuls pour en écrire 10 pour en avoir un bon. Et parfois, en fait, t'écris en plusieurs fois. Mais alors toi, comment tu fais? Quels outils tu utilises? Est-ce que tu as des outils de visualisation d'idées? Non. Comment tu les ranges? Par exemple, Caroline Jurado utilise Bear, B-E-A-R, une appli qui fonctionne sur un principe de hashtag. Tu peux créer des dossiers avec des hashtags. Donc sur une même idée, tu peux mettre 5 hashtags. Après, tu peux parcourir encore une fois toutes tes notes par hashtag et ça lui permet de créer des sous-idées, des sous-ensembles, etc. C'est très pratique. Il y a certains systèmes comme Obsidian, donc des systèmes de pensée intelligents. Tu vois, et si tu prends Nicolas Skoll, qui est un des ghostwriters et écrivains les plus prolifiques sur Internet depuis une quinzaine d'années, il te dit tu peux le faire ça, mais il dit moi c'est un papier, un stylo et c'est ce que tu fais. J'utilise pas de papier et stylo, mais je m'envoie des notes dans Messenger. Alors on me dit mais c'est pas efficient, mais tu vas pas retrouver tes idées, mais tu perds des trucs. En fait il y a un moment tu t'envoies des notes dans Messenger, tu t'écris à moi, j'ouvre un fil avec moi et je m'écris sur Messenger. Ok. Mais en fait, c'est le truc le plus rapide. T'as un onglet Messenger sur. Mais je comprends pas comment tu t'écris des notes à toi, parce que tu peux créer. Alors sur Messenger, sur WhatsApp, tu peux te créer une conversation avec toi. Ah, je savais pas ça. Si, c'est hyper pratique. À la con. Ah ouais. Ok. Mais tu sais qu'en plus c'est hyper pratique parce que si tu mets des photos dessus, et ben sur Messenger, si tu revois, après t'as les photos d'il y a 5 ans. Ouais. Moi j'ai des photos sur cette conversation d'il y a 5 ans alors que j'avais changé de téléphone, j'avais pas téléchargé. Et ça te fait un petit cloud. Alors je pensais pas que tu pouvais faire ça. Donc tu vas chercher ton nom dans ton répertoire et tu t'écris toi-même. Ok. Ouais. Et tu vois Nicolas Skoll, il te dit mais je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, mais en fait c'est le meilleur système, c'est le système qui fonctionne. Alors évidemment que peut-être dans 20 ans je vais pas retrouver tous les trucs, etc. Mais en fait je ship, mon business il tourne. Donc en fait c'est pas le meilleur setup. Et alors, donc moi ça me va. Et non mais si te va, tant mieux. Ah ouais. Moi, je ne porte pas de jugement. Ah non mais je sais. Mais parce que il y a beaucoup de gens qui ils veulent absolument savoir les outils. Ils sont trop perfectionnistes. L'écriture tu sais jamais. Et ça veut dire que combien de fois par jour par exemple tu t'alimentes ce fil Messenger? Est-ce que combien t'as d'idées d'avance là par exemple? Alors. Je fonctionne en backlog. Backlog, c'est-à-dire qu'en fait, tu écris plein de trucs et tu sais qu'il y a un moment où tu vas revenir sur une des idées et tu vas la développer. Donc, je sais pas, je pense que j'ai une quarantaine de... Mais tu vois, c'est des idées, c'est genre... parfois, ça peut être un mot. Oui. Non, mais bien sûr. Ouais, ça peut être un mot. Donc, c'est pas des idées développées, mais c'est des idées... 40 pistes. Ouais, c'est des pistes, mais ça peut être parfois... Ouais, c'est juste un mot... Et comment tu les coches? Comment tu sais que celle-là, t'as déjà fait quelque chose dessus? Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça, surtout sur les outils et la méthode, c'est à un moment donné de t'y retrouver. Quand tu produis beaucoup de contenu chaque jour sur plein de sujets différents, à un moment donné, il y a des gens qui aiment bien fonctionner en Kanban. Moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire à faire, en cours, fait, tu vois. Et moi, ça me va, tu vois. Je sais... Après, c'est ma manière de fonctionner. Il y en a 1000 autres. Ouais. Il y a Gary Albert. Donc Gary Albert, c'est un ancien copywriter. Il a généré, je sais pas, entre 100 millions et 1 milliard de chiffre d'affaires avec ses lettres commerciales. On appelait ça je crois que ça s'appelait de Gary Albert's Letters, non, de Boron Letters, Boron Letters. Et en fait, il te dit que son routine d'écriture, c'est il se foutait sur son bureau à 9h et il mettait un timer de 33 minutes pile. 33 minutes et 33 secondes. Et il pouvait faire ce qu'il veut, mais il pouvait pas bouger de sa chaise. Et en fait, il savait, et à la fin de ce timer, c'était la fin. Et en fait, il écrivait, et parfois il regardait le mur. Mais à la fin, il avait produit quelque chose. Tu vois, c'est un des auteurs les plus prolifiques. L'écriture, en fait, les gens, ils ont tendance à penser que, tu vois, de manière linéaire. Tu te lèves à 8h,
tu vois, et tu fais ta journée, tu vas au taf à 9h, à 18h c'est terminé, tu vas boire avec les potes, et puis ensuite tu vas dormir. Mais la créativité, tu sais, il y a des gens, la meilleure idée du siècle, elle te tombe dans la douche, elle te tombe aux toilettes, elle tombe au resto. Et c'est marrant dans Mad Men, tu vois, dans Mad Men où ils sont censés toujours trouver des idées de ouf dans la publicité. Dans le premier épisode, ça s'appelle Ladies Room. Tu vois Don Draper il a plein de petits papiers toujours dans ses poches. Et tu sais, sa femme lui dit toujours, t'as toujours des papiers. Et à un moment, il demande à un serveur, il lui dit, Why do you smoke your luckies ou je sais pas quoi. Tu vois, il note des insights tout le temps. Donc en fait, la question, c'est combien de fois par jour tu notes des trucs. En fait, le système de notation centralisée, c'est le meilleur outil de créateur de contenu. Oui, je suis d'accord. Voilà, et je pense que c'est un secret, en fait, c'est de tout noter tout le temps. C'est très chronophage. Le post dont tu es le plus fier ou qui a fait le plus de reach ou d'engagement? Alors, le post dont je suis le plus fier, c'est pas facile, hein, mais... Celui qui a cartonné. Ah, celui qui a cartonné. Ouais, tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe Alors, donc je réponds en deux temps. Le premier temps, en fait, c'est pas les posts qui ont le plus cartonné sur lesquels je pense que ça a le plus eu d'impact. Mais il y a... Donc je vais te parler d'une édition de la newsletter que j'ai faite où j'ai reçu beaucoup de messages. C'est difficile de savoir comment ça a cartonné les newsletters parce que t'as pas d'applaudimètre. T'as que les messages que tu reçois et l'intensité. Donc j'ai écrit une newsletter qui a beaucoup touché les gens et qui a été assez difficile à écrire pour moi. Enfin, on peut en parler si ça t'intéresse, mais c'est pas la question. Et l'autre post qui a cartonné, c'est un post trop bizarre. Ah bah attends, tu veux pas nous laisser là? Ah bah juste, mais en quelques mots. Ouais, bah en fait, j'explique dans la newsletter, je fais le retour sur ma première année entrepreneuriale et j'explique en fait voilà, d'où je viens, et, tu vois, les émotions par lesquelles je suis passé. Et je raconte un truc qui est assez bizarre et je sais pas, même quand les gens m'en parlent, je me dis pourquoi j'ai dit ça. Mais en fait, il y a eu un jour vers décembre et tu vois, j'ai ouvert le compte en banque de mon compte en banque et tu vois, il y avait un montant à 5 chiffres. Et tu vois, j'avais pas eu... Enfin, et à un moment, je me dis, mais dans ma vie, j'avais jamais eu ça, des montants à 5 chiffres, mais des montants nets, tu vois, en dizaines de milliers d'euros. Et je me suis dit, mais... En fait, Thibaut, tu vois, t'as eu ton année entrepreneuriale, t'étais en galère, tu pensais que t'allais jamais entreprendre ta vie, et là, t'arrives à la fin de l'année, et t'as généré, tu vois, plusieurs dizaines de milliers de chiffres d'affaires nets en marge, t'as ça là, tu sais même pas quoi en faire. Et je me dis, mais en fait, ce serait peut-être temps d'éprouver de la gratitude, tu vois, au lieu d'être toujours en survie. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que j'étais bien dans mes baskets? Est-ce que j'étais heureux? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais toujours en mode survie. C'est-à-dire, j'étais toujours là, ouais, j'ai ma boîte, ça se trouve, dans 6 mois, je vais couler, etc. Et en fait, je me suis dit, mais là, il serait peut-être temps de prendre un peu de hauteur, d'avoir plus de gratitude, de plus s'occuper de soi. Et tu vois, donc c'est plus apaisé. Ouais, aussi, parce que moi, j'ai entrepris par colère principalement, parce qu'il y a des trucs qui m'avaient gonflé. Donc, j'ai eu ce feu intérieur que j'ai toujours un peu, tu vois. Colère envers qui? Moi, j'étais en colère envers tout le monde, en fait. Je pense, je suis en colère. En fait, je suis globalement en colère envers on va dire le système des entreprises. Parfois, en fait, je dis que 10% de ce que j'en pense parce que je pourrais partir super loin. C'est marrant que tu dis ça parce que quand je t'ai demandé de te présenter, tu m'as tout de suite dit voilà, j'ai fait l'ESCP, top 3 des écoles, des business schools. Ouais. Et là, tu suis un parcours entrepreneurial qui peut sembler un peu à l'encontre des chemins tout tracés des grands entrepreneurs, de faire une top 5 des business schools, d'avoir telle formation, de faire tel cursus. Donc on pourrait se dire que si toi tu revendiques aussi le fait d'être un entrepreneur un peu à la marge et en dehors des normes, que tu aies fait le SCP ou pas, on s'en fout en fait, tu vois. Complet? Ouais. Bah alors, complètement. Et c'est pour ça que souvent c'est un jeu de statut. Donc on en parlait, c'est les éditeurs, les trucs comme ça. Mais j'ai dit parce que tu m'as demandé le parcours universitaire. Oui, mais tu aurais pu me dire, tiens, j'ai fait le SCP et passé autre chose. Mais tu m'as quand même... Mais encore une fois, c'est pas un jeu. Oui, je vois. Non, mais tu m'as quand même précisé, SCP, top 3 des business schools français. Ouais. Mais, parce qu'en fait, il y a quand même un truc, bah, tu vois, on revient un peu à Naval Ravikant, mais il dit t'as le status game et le wealth creation game, quoi. T'as le jeu à somme
nul et le jeu à somme positive. C'est vrai qu'en fait, le jeu à somme nulle, en fait, si tu dis que tu as fait la première école, c'est pour montrer aux autres que s'ils n'ont pas fait la première, tu es mieux qu'eux, tu vois. Tu sais, ça fait penser aux échecs, bah, tu vois. En fait, quand je joue, on met juste mon nom, Thibault Louis. Mais il y a certaines personnes, ils demandent à ce qu'on leur mette DR. Thibault Louis. C'est-à-dire, en fait, ils envoient un message à la Fédération internationale pour dire « Je suis docteur, est-ce que vous pourriez mettre DR. Devant mon nom pour signifier à tout le monde ?» Et en fait, ils ont le droit. Et le truc, c'est que tu dis, en fait, ça veut dire que donc dans un domaine qui est les échecs, qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, et ben en fait, tu as envie que les gens t'appellent docteur ou te reconnaissent comme un docteur. Mais c'est quoi, pour leur montrer en fait que tu es mieux qu'eux, c'est ça. Enfin, donc tu as peut-être raison, mais moi j'étais très fier quand je suis rentré à Sciences Po. C'était une fierté. Tu me dis, tu as raison, encore une fois, c'était pas un jugement de valeur, c'était juste pourquoi je trouve ça étonnant. Enfin, moi, la manière dont je le lis, c'est que tu dis voilà, je suis pas un entrepreneur comme un autre et je l'assume, ça correspond à ce que j'ai fait. Alors même que, et c'est pas par incapacité à être un entrepreneur dans les normes et comme beaucoup de patrons du CAC 40, parce que j'ai fait une top 3 business school et j'ai réussi, j'ai fait le parcours, donc je le fais par conviction et pas par revanche. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je sais. Tu signifies que c'est pas une question de capacité, c'est une question juste de conviction de ta part. En fait, je sais pas. On t'en parle jamais de tes écoles. Dans le sens, si les gens sont rassurés par tes écoles dans les décisions qu'ils prennent avec toi, que ce soit business ou employé, etc., ils vont pas te dire, souvent ils vont pas te dire, ouais, t'as fait cette école-là. C'est un prérequis. C'est plutôt si tu les as pas fait qu'on va dire, ouais, vous avez pas fait une top 10 ou un truc comme ça. Donc en fait, j'ai pas envie de cracher sur les écoles parce que je sais pas à quel point ça m'a été utile ou non. Parce que peut-être ça m'a été beaucoup plus utile que je pense dans la perception des autres à mon égard. Donc je crache pas là-dessus. Par contre, le monde des entreprises, là j'ai beaucoup à dire. Mais c'est pas trop ma guerre. C'est plutôt salarié, c'est pas pour moi. Mais aller scaler une boîte et au Brésil lever 100 millions, c'est pas non plus moi. Tu vois. Et en fait, à l'époque, je pensais qu'il y avait deux chemins. C'était salarié ou l'ultra-ambition. Et en fait, le soloprenariat, c'est la compréhension que tu as d'autres voies et qu'elles sont OK. Mais c'est cette colère-là dont tu parles. Du coup, je comprends pas, toujours pas, tu vois, envers OK, le système, mais j'ai l'impression que tu l'as un peu hacké, tu vois. Tu viens peut-être d'un milieu qui n'est pas celui, comme tu dis, de la grande bourgeoisie industrielle, donc tu n'étais pas forcément outillé d'un point de vue personnel avec ton cercle familial à faire face à des grands enjeux business ou de développement. Pour autant, tu as quand même fait Sciences Po, qui est quand même déjà un achievement assez élevé, intéressant. Ensuite, le SCP, donc tu l'as un peu hacké, tu vois, quand même le truc. Ouais, alors, moi, je vais pas dire, tu vois, que mon père était ingénieur, hein, donc il a fait, tu vois, 5 ans, c'est quelqu'un de brillant. Ma mère était artiste, peintre, donc mes parents m'ont très bien éduqué. Et donc les écoles, je dirais que c'est... Non, je dis pas ça, mais je dis on t'a pas fourni un business entre les mains. Non. Tu vois, t'as pas grandi forcément autour de business, tu vois, dans un cercle d'entrepreneurs, tu vois. Mais je savais même pas. Je savais même pas comment on faisait monter une entreprise. Je savais même pas si c'était un freelance jusqu'à hyper longtemps. La colère vient pas de là, même pas des écoles, même si Sciences Po m'a un peu gonflé. Ça vient plutôt des traitements que j'ai vus et que je vois encore dans les entreprises, que j'estime certains intolérables et que la société tolère encore et que les gens acceptent et que moi j'ai accepté des choses qu'on m'a fait que j'aurais pas dû accepter. Et je dis pas que tous les chiens mordent et qu'il faut tuer tous les chiens, mais même aujourd'hui j'entends encore des trucs et je me dis mais c'est pas possible quoi. Même encore aujourd'hui t'as des gens qui s'écrasent, tu vois, la communication très violente entre les personnes. Enfin, je trouve ça très violent et moi ça a été très difficile pour moi quoi, à certains moments. J'ai l'impression que c'était très des milieux, tu vois, très masculins, très violents dans les communications. Et il y a des trucs que je les ai assez mal vécus et vu que j'avais pas de levier, ce que les Américains appellent du leverage, puisqu'en fait je sortais de là, j'étais jeune au début pas d'argent au début de la chaîne. En fait, tu peux juste
c'est eat or get eaten, les gens te diraient en fait. Et donc je dirais que moi je voulais pas monter ce corporate ladder, et je me suis dit, et j'avais deux choix en fait, soit tu te résignes et tu le montes et tu fais une dépression, soit tu te révoltes. Sauf qu'à l'époque, en 2017, j'avais pas de moyen de me révolter, j'avais pas de boussole, je savais pas. Et en fait, depuis que j'ai lu et que tu vois, Naval Ravikant, que j'ai rencontré d'autres solopreneurs, que je suis un peu plus aiguillé, c'est plus facile de me révolter parce que je dirais que j'ai un cap, tu vois. Et avancer avec ce cap. Et tu te dis, mais en 2017, j'étais perdu. Franchement, j'avais zéro cap. Et là, tu as la gratitude de te dire, bah, au moins, je vais quelque part, quoi. Et tu as du levier. Et la création de contenu, qui est le thème du podcast Follow Me, c'est un des plus grands leviers. Quand tu vois que tu as des mecs au milieu de l'Utah, aux États-Unis, qui sont hyper drôles, ils peuvent prendre TikTok, faire des millions de vues, mais le levier, il est incroyable. C'est hyper méritocratique, tu vois. Et il y a un truc que moi je trouve hyper intéressant, que tu as partagé, mais qui est aussi dans le MNX, c'est voilà, quand tu deviens ton propre média, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit de prendre la parole. T'as pas à attendre d'être invité sur le bon plateau ou par le bon média ou par la bonne personne. Voilà, tu prends en main ta destinée médiatique, on va dire, et l'image que tu veux renvoyer et le lien que tu veux établir avec les gens. En fait, ça c'est Naval, permissionless leverage. C'est quand tu comprends que tu n'as plus besoin de demander la permission, que tu peux créer ton podcast pour 50 €, prendre la parole, et les gens ils disent ah ouais, mais on peut faire ça. Et souvent ils vont dire ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes parents, qu'est-ce qu'ils vont penser des trucs. Et en fait, je sais pas, mais tu n'as pas besoin de demander la permission. Tous nos parents, nos grands-parents, ils devaient demander la permission aux journaux, à la télé, tu vois, tu vas faire de la publicité dans le métro, etc. Même en Grèce antique et tout, c'était les tribuns du peuple. Ils devaient demander l'autorisation pour parler au Sénat ou autre. Et tous les autres citoyens, ils devaient se taire. Et après, il y avait les esclaves. Aujourd'hui, on est dans un monde où on peut... Tu vois, moi, je pense que je fais plus d'audience que 95% des radios, par exemple, tu vois. Et j'ai pas besoin de demander la permission. Mais j'ai déjà des journalistes qui m'ont dit, mais t'es qui pour faire ça ? Et en fait, la question se pose pas parce que j'ai pas à lui demander la permission d'avoir fait une école de journalisme. Et quand les gens comprennent ça, c'est un autre game en fait. Ouais, complètement. Thibaut, comment tu gagnes ta vie aujourd'hui ? Alors, je gagne ma vie de plusieurs façons. Donc le coaching, donc le ghostwriting, c'est du coaching, je le fais à l'heure. Donc en fait, c'est des forfaits mensuels. Ensuite, il y a le bootcamp. Donc ça, c'est une participation individuelle de la personne qui paye sa place pour un bootcamp de 3 semaines. Globalement, c'est ça. Après, j'ai des petites autres sources de revenus, mais c'est déjà très rémunérateur, ces deux sources de revenus-là. Ouais. Quand je t'ai invité à la table ronde sur le freelancing, tu as partagé des choses hyper intéressantes sur le tarif jour homme, enfin le tarif journalier qu'on peut demander en tant que freelance, parce que c'est vrai, quand on est freelance, c'est toujours compliqué d'établir son prix. On a tendance à se brader au début avec ce petit syndrome de l'imposteur en disant mais personne ne va payer autant pour se payer mes services, c'est pas possible. Et toi, tu avais un discours quand même très différent qui disait non, mais vous avez de la valeur, faut pas vous brader faut pas avoir peur de demander le tarif que vous valez vraiment, quoi. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça ? Ah ouais, alors là, on aurait aussi pu faire un podcast complet là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié ces derniers mois. Et en fait, en soulevant les pierres, je me suis rendu compte de trucs et je me suis dit, alors, soit on va pas me croire quand je vais dire les choses, soit les gens vont se dire, qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Il faut comprendre que tu as des sites qui s'appellent Fiverr ou 5euros.com où tu peux demander des logos ou des trucs à des gars à l'autre bout de la planète et ça va te coûter 5 € ou 10 €. Donc ça, c'est un type de freelance. J'appelle le type de freelance 1. Après, tu as d'autres types de freelance et ensuite, tu as un type de freelance, j'appelle les freelances de type 4. Et c'est des freelances qui facturent, donc en fonction soit à l'heure, soit au jour, au-dessus de 1 500 € la journée. Et là, les gens me disent, des gens de moins de 30 ans qui facturent 1 500 € la journée, ça n'existe pas, Thibaut. Et je dis, il se trouve que j'en connais et il se trouve que je le fais moi, tu vois. Alors là, soit les gens ne te croient pas,
soit il dit c'est qui les connards qui sont prêts à te filer autant d'argent. Et ensuite, tu te dis, mais non, mais en plus, moi, je suis un rigolo parce que tu as des gens qui facturent des trucs astronomiques. Moi, je peux te dire, des anciens présidents, quand ils facturent, alors je suis pas ancien président, c'est incomparable, hein, mais des anciens sportifs, d'anciens présidents, ils peuvent te facturer des trucs à 200 000 euros. Il y a un truc qui a leaké, je ne sais plus de quel président, c'était 200 000 euros les 2 heures pour ou la demi-journée. Tu vois, mais des consultants, des MBB, donc des McKinsey, etc. Mais il suffit d'aller sur des sites comme sur Malte. Ils tournent il y en a qui vont jusqu'à 3 000, 4 000, mais tous les gens qui sont au-dessus ne sont pas sur Malte. Ça se fait en sous-main. Donc, tu en as plein, des anciens généraux qui sont payés 25 000 euros la demi-journée. Ça reste des exceptions, hein, bien sûr. Et puis, c'est pas tous les jours. Non. Oui, parce que souvent, les gens se disent « Attends, mais 25 000 euros la journée, ils essaient de compter ça, ils font fois 200 jours. » Non, ça marche pas comme ça. Ouais. Les gens qui facturent cher, souvent, c'est parce qu'ils créent d'autres projets à côté. Et c'est aussi parce que souvent, ils facturent cher parce que justement, ils n'ont pas envie de se coltiner les clients. Donc... Et ils facturent cher aussi parce qu'ils ont une expertise très spécifique. Finis ta... Non, mais sur ça, j'ai fait des découvertes incroyables. Genre, déjà, tu comprends que la rémunération n'est pas fonction du nombre d'heures que tu travailles. Il y a 2 autres choses qui rentrent en compte, c'est le jugement et le levier. C'est-à-dire le jugement, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces heures-là, donc en fait, quelle décision tu prends. Et le troisième, c'est le levier. Donc, si on prend un truc très simple, on prend deux types. Ils doivent porter 100 kg de bois d'un point A à un point B. Il y en a un, il va peut-être prendre 20 kg, 10 kg à droite, 10 kg à gauche, et puis il va faire des allers-retours. Mais peut-être qu'il y en a un, il va se dire, attends, qu'est-ce que je vais faire ? Il va prendre une demi-heure, il va aller chercher une brouette, il va peut-être foutre les 100 kilos d'un coup, et il sera beaucoup moins fatigué. Donc l'autre, il va dire, mais j'ai beaucoup bossé. Et en fait, l'autre, jugement, sentir qu'il faut une brouette, il utilise la brouette comme levier. Et en fait, en business, c'est ça, c'est pas le nombre d'heures que tu vas bosser. Évidemment, il faut bosser dur, mais c'est quel jugement tu vas utiliser pour quel levier et avoir des résultats exponentiels. Donc, et là-dessus, la deuxième chose, c'est que tu dis l'expertise que tu mérites. Alors, c'est toujours bizarre le mérite parce que les gens peuvent avoir une perception différente de ce que tu mérites, que toi tu penses que ce que tu mérites. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je vois ce qui peut se pratiquer, ce que les gens sont prêts à payer, globalement, je dirais que 80% des gens se facturent pas assez cher. Parce qu'ils pensent, alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que la majorité des gens sont conflict averses. C'est-à-dire qu'ils ne voudraient même pas que la négociation soit sur la table, et ils ne voudraient même pas que la personne lui permette de lui faire une remarque pour lui dire c'est cher. Parce que s'il y a des gens qui se disent s'il me dit que c'est cher, c'est que je suis trop cher. Mais il y a des gens qui vont jamais te faire de remarques sur le prix. Ils vont dire c'est pas cher, mais c'est pas pour autant qu'ils vont t'acheter. En revanche, tu peux aussi avoir des gens qui vont dire c'est cher, ils vont dire t'abuses et ils vont payer. Et du coup, qui a raison ? C'est pas du coup, si le mec te dit t'es cher mais qu'il paye, en fait c'est ça le marché. Donc il n'y a pas vraiment de loi. Mais là, on a fait un podcast avec Jérémy Goyot là-dessus où il m'a dit des choses qui sont assez intéressantes. À un moment, tu es payé aussi à la gueule. C'est-à-dire tu es payé à l'audace du prix que tu veux donner. Il y a des gens qui ont un problème avec l'argent. Si tu les obliges pas à facturer ce qu'ils doivent, ils le feront jamais. Et parce qu'à un moment, ils vont penser que c'est indécent. Et en fait, un truc qui est encore dans la Naval Ravikant, c'est qu'à un moment, il te dit que facturer cher est un devoir envers la société de créer de la valeur, mais c'est surtout que tu dois avoir du temps, tu dois te dégager du temps pour aider aussi tes proches gratuitement. Parce qu'en fait, si tu bosses que pour des clients, t'as pas le temps de t'occuper de ta famille, t'as pas le temps de faire des projets caritatifs. Ouais. Le but, c'est pas que de bosser, c'est à moi, je vais pas dire faire l'activiste, mais c'est de make the world a better place. Aussi, c'est pas faire que de la caillasse, quoi, tu vois. Ok, très clair. Donc le résumé, ne vous bradez pas. Surtout pas, jamais. Bon. Thibaut, tu as aussi un podcast, Les Rois du Scale. C'est quoi ? Tu nous en parles un peu ? Ouais. Alors le podcast Les Rois du Scale, donc à l'origine ça s'appelait Acquisition Organique, ça devait être un podcast super business, etc. Où en fait je voulais interviewer des entrepreneurs pour qu'ils partagent un petit peu leur journée entrepreneuriale et qu'ils nous expliquent comment attirer des clients. Parce qu'à l'époque je savais pas attirer des clients, donc je me disais je vais faire un podcast pour demander ça. C'était en quelle année ? Enfin c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 1 an. Ok. Plus d'1 an, c'était il y a 1 an et demi, ouais. Et donc j'ai invité pas mal de gens et en fait après je l'ai appelé Les Rois du Scale parce que le nom me faisait rire. Ouais, c'est marrant. Ça te correspond un peu plus, je trouve.
Bah, en fait, si tu veux, vu qu'à l'époque, déjà, je fréquentais pas mal le solopreneur, et il se trouve que les solopreneurs, ils scalent pas. Et donc, du coup, c'était la blague, parce qu'en fait, les startupeurs, ils parlent toujours de scale. Et à un moment, moi, je sais pas, je peux rigoler, je dis toujours au solopreneur le roi du scale, parce qu'il scalait pas. Et ça les faisait beaucoup rire. Et à un moment, ils m'ont appelé le roi du scale. Et du coup, le podcast s'appelait Les Rois du Scale. Bref. Donc, ce podcast, j'interviewe donc, soit des CEO de startups, soit des solopreneurs, freelance et autres. Et donc, on partage pas mal de sujets. C'est très business. Tu vois, par exemple, avec Jérémy Goyot, c'était sur les secrets des gens qui facturent plus de 1 000 € la journée. Tu vois, donc un peu rentrer dans, tu vois, enlever le voile sous ces personnes qui sont un peu sous le radar. Tu vois, j'ai fait un podcast avec Théo Lyon, comment il a monté une agence de Facebook et social ads, tu vois, avant 25 ans et qui sont 40. Donc c'est un peu des gens qui ont des parcours hors normes, qui ont des sortes de concepts. Tu vois, Yoann Lopez aussi qui a monté une newsletter à plus de 250 000 € d'ARR. Snowball, ouais. Et donc j'essaie de... Et tu vois, j'ai un mec qui est un ancien client, il m'avait dit, tu vois, j'avais fait le podcast avec Elliot Meunier, qui, je sais pas, il doit faire 500 000 € de chiffre d'affaires à 17 ans par an. Et il y a un ancien client, il m'a dit, mais en fait, vous êtes même pas des révoltés, il m'a dit, vous êtes des révolutionnaires, tu vois. C'est-à-dire, en fait, j'essaie d'interviewer des gens un petit peu rebelles dans le business. Alors, c'est pas des punks, mais en fait, par rapport à l'entrepreneuriat un peu traditionnel. Qui sortent complètement des voies traditionnelles, quoi. Ouais. Et qui pourtant... Et parce que quand je vois les gens, tu vois, même mes anciens potes, mais tu vois, quand je leur parle, ils me disent, mais mec, t'es fou, t'es devenu fou, en fait. Tu vois, tu leur et c'est toi qui leur dis, mais c'est vous qui êtes fou. Non, je me dis... il y a beaucoup de travail d'évangélisation à faire. Parce que tu vois, toutes ces conneries que tu vois à la télé, mais t'as pas une solo business TV. Donc les gens, ils voient pas, quoi, les solopreneurs, ils comprennent même pas le principe. Et en fait, il y a 2 ans ou 3 ans, quand je me suis lancé, par exemple, il y avait aucun freelance sur le net français qui ne partageait ses chiffres. Donc en fait, tu savais même pas combien c'était possible de faire au plus haut. Mais parfois, les gens, et les questions sur la facturation, j'ai plein de gens qui disent, je dois te facturer combien, etc. Et en fait, les gens sont paumés. Alors parfois, ils ont fait des business school, tu vois. Donc en fait, on a besoin d'évangéliser ce mouvement, solo business, pour qu'au moins les gens comprennent que c'est une possibilité. Et puis comme tu le fais, d'être aussi transparent sur les chiffres, c'est aussi une manière de tirer un marché vers le haut, faire en sorte que les gens ne sous-facturent pas et donc évitent de tirer les prix vers le bas. Donc moi je suis complètement d'accord avec toi, et avec Mathieu Stéphanie, mon associé, on est hyper transparent aussi sur nos chiffres. Dès qu'on doit intervenir sur des tables rondes ou des panels, nous on donne tout, nos CPM, chiffre d'affaires. Ton salaire aussi? Bah ouais, moi j'en ai pas. Ah ok. Ouais. Sur ça, voilà. donc en fait, si je dois le dire un peu par on va dire entre guillemets ma mission, même si j'ai pas de mission, mais c'est par rapport à un peu à la société. Il y en a plusieurs. La première, c'est faire comprendre aux gens que le freelancing, c'est un choix de luxe et c'est pas un choix par défaut. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est la première chose. Parce que, tu vois, là, on a parlé de plein de gens qui étaient tu vois, c'était les Rolls-Royce du freelance. Mais il y en a combien, tu vois, qui se font payer au mot, à la traduction. Tu vois, c'est l'ubérisation. Il y en a beaucoup qui galèrent là-dessus parce qu'ils n'ont pas de levier. Ça, c'est dur. Donc ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est se dire que c'est toi qui fais la loi en freelance, en fait. C'est essayer de faire comprendre que tu fais la loi, et pour ça, de t'armer de leviers. Et pour que, en fait, si quelqu'un vienne te faire chier, tu dis casse-toi, tu vois. Genre, et ça, quand je le dis, tout le monde me dit, mais tout le monde a besoin de clients. Bah écoute, crée autant de valeur de passer dans le dernier stade où les gens, ils ont besoin de toi et t'as pas besoin d'eux. Et de créer qu'il y ait des gens, ils ont tellement besoin de toi et que tu sois irremplaçable. Ce qui veut pas dire que tu es un connard, mais ce qui veut dire que t'es courtois, mais t'es ferme, tu vois. Et les prix, c'est ça, etc. Et tu fais la loi là-dessus. Il faut avoir en tête que si toi tu factures 200, c'est que la personne à qui tu factures va lui s'en faire 400, quoi. Donc normalement, si elle est un bon gestionnaire, elle fait x2 sur le coût que tu représentes. Et ben ça, c'est hyper intéressant parce que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de boîtes qui ont une approche comptable n'investissent pas dans la création de contenu. C'est parce que c'est pas linéaire. Parce que tu vois, tu dis 200, 400, mais par exemple, c'est très difficile quand tu crées 10 épisodes de podcast de savoir en fait ce que ça a créé en valeur monétaire de brand, tu vois. Et donc en fait, moi, il n'y a pas de retour linéaire,
Mais tous ceux qui le font assez longtemps, 3 mois à 6 mois, ils me disent ok, ça le valait. Mais bien sûr. Mais c'est difficile à mesurer. C'est difficile à mesurer. Ouais, après, tu as quand même pas mal d'apports indirects, Oui. je trouve. Ah oui, que complet. tu peux... Enfin, en prenant un peu de recul, si tu fais les comptes sur les gens que tu as rencontrés via ton podcast, les idées que tu as eues, les choix que tu as faits et qui t'ont été inspirés par ton podcast, c'est largement rentable. Ouais. Mais il y a Dave Gerard, donc celui que je t'ai dit qui avait créé Thunderbrand, un jour il a fait un tweet. Il a dit I don't know the ROI of social, but I feel it daily. Donc je connais pas le retour sur investissement des social media, mais en gros il a même pas besoin de se poser la question. Et tous les gens que j'ai accompagnés et tous les gens qui ont créé du contenu genre quotidiennement pendant 6 mois, je te donne parce que il y en a qui ont fait des tests là-dessus. Personne ne regrette. Au pire ils se disent bon ça m'a il n'y a pas eu de certains résultats à tel niveau, mais il y a eu ça. Tu vois, ils sentent quelque chose, quoi. Ouais. T'es dans l'arène, en fait. T'es au milieu. C'est ça. Thibaut, merci beaucoup. On a quand même passé 1h25 ensemble, tu vois. Mine de rien, ça passe vite. T'as une actu que tu voudrais nous partager, des projets que tu as dans les prochaines semaines, que tu veux partager avec nous ? Ouais, alors quand j'aurai fini de pourrir les éditeurs de livres français, en vrai, s'il y en a qui écoutent, en fait, là, je suis en train d'écrire un livre. Donc, en fait, à l'origine, c'est un éditeur c'est 2 éditeurs qui m'avaient demandé les recevoir. Au début, je voulais pas. Finalement, je me suis dit, ça peut être pas mal. Le livre va être donc sur le solo business, sur en fait, pourquoi entreprendre seul est possible à l'ère post-internet. Donc, j'ai le contenu à peu près, mais j'ai pas le titre. Et donc, c'est un livre qui va sortir, dans les prochains mois, je sais pas exactement. Donc c'est un projet qui me plaît beaucoup. Je vais pouvoir essayer de condenser ma pensée dans un endroit. Donc c'est un beau challenge. C'est un sacré challenge. Ça va être en auto-édition aussi, donc parce que pour plein de raisons. T'as choisi la plateforme déjà ? Mais t'es pas obligé de nous dire. Je pense que ce sera Amazon. Ouais. Mais désolé pour ceux qui aiment pas Amazon. C'est le plus Ce serait intéressant d'ailleurs que tu te serves de cette expérience, que tu la documentes aussi et que tu crées du contenu sur cette entreprise. Je vais le faire. Déjà, le truc des éditeurs, il y a plein de choses à raconter. Ouais. Donc, ok. Ouais. Donc ça, c'est projet de livre. Ouais. Sinon, là, il y a mon 4e bootcamp qui va arriver en septembre. Faut que je prépare aussi. J'ai déjà une liste d'attente avec des gens qui sont chauds. Donc, c'est intéressant. Ensuite, keep going. On va voir. Je sais pas trop mettre la pression quand même là-dessus. À un moment, je voulais faire beaucoup de choses et je me rends compte que parfois, il faut peut-être mieux enlever. Donc, j'essaie d'aller plus doucement, mais ça gaze bien. Mieux. Okay. Ouais. Bon, cool. On va continuer de suivre tes aventures. Vous retrouverez dans le descriptif de cet épisode tous les endroits où vous pouvez suivre Thibaut. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup pour son temps. J'ai eu une petite demi-heure de retard pour être tout à fait transparent dans cet épisode parce que j'enregistrais avec Mathieu Stéphanie qui est très bavard mais dans le bon sens du terme. Pareil, il nous a lâché beaucoup de choses. Bref, ravi de t'avoir reçu dans Follow Me et je te dis à très bientôt Thibaut. Merci. Salut à tous. Salut.